Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Quand on la connaît, quand on s'octroie le droit de la vivre plus souvent, alors elle devient régulière et c'est là qu'on tend vers un alignement avec nos besoins. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Et pour ce 100e épisode, j'ai le plaisir de recevoir l'économiste Aurélie Piette. Aurélie prône un modèle économique plus sobre, plus connecté au vivant. L'actuel modèle économique doit changer si l'on veut vivre dans le monde de demain. Alors ensemble, on parle de son parcours, du modèle économique dominant et en quoi il ne convient plus, de ses années de recherche, de ses prises de conscience et surtout de ce vers quoi on peut tendre et on commence déjà à tendre. Un nouveau modèle économique est possible, la décroissance ou une croissance qualitative avec un modèle inspiré du vivant qui fait du bien, juste du bien. Un 100e épisode plein de sens et de messages à faire passer qui me tiennent à cœur. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Aurélie. Salut Théo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Très content de te recevoir sur Le Pompon. Pour ce 100e épisode en plus, comme je t'ai dit. Waouh. C'est chouette. Un honneur. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, version longue ou version courte ? La version que tu veux. Donc, écoute, je suis économiste, je suis enseignante également, auteure, conférencière. Donc, j'enseigne dans plusieurs établissements. J'allais dire l'économie, mais pas n'importe quelle économie. Effectivement, je parle plutôt de l'économie de demain, à ces étudiants, à ces acteurs de demain aussi, à ces gens qui vont construire ce nouveau monde. Donc, j'enseigne à Sciences Po, Arts et Métiers, d'autres écoles d'ingé. J'enseigne également en lycée. Et sinon, je fais des conférences auprès de différents acteurs sur ces mêmes sujets, cette économie de demain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui est en train de changer ? Quelles sont les mutations ? Vers quoi on va et vers quoi on peut et il faudrait aller ? Ouais. Et j'écris aussi à mes heures perdues. Ouais, voilà. Trop chouette. On va revenir sur tout ça. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Quand j'étais petite, alors là, le premier truc qui me vient comme ça, c'était faire de la publicité. C'était le côté créatif, en fait, qui me plaisait. Ouais. Mais après, je suis très, très vite revenue là-dessus. C'était beaucoup trop capitaliste. Enfin, l'idée de vendre des produits derrière ça ne me plaisait pas du tout. Donc, voilà. T'es revenue à quelque chose de plus terre-à-terre, on va dire. C'est ça. Alors, pour le coup, on a eu la chance d'échanger une première fois au Salon des entrepreneurs bienveillantes, que je salue au passage. Et je me souviens que tu m'avais dit à ce moment-là que c'est surtout au lycée que tu as découvert en fait, cette partie de l'économie, si je dis pas de bêtises, et que tu avais envie de comprendre en fait, le monde qui t'entourait. Ouais. Exactement, je pense que je commençais à me poser des questions, comme j'allais dire peut-être tous les ados, je sais pas, mais vers 15-16 ans, m'interroger sur le monde dans lequel je vivais, et c'est vrai que j'avais le sentiment d'avoir des réponses plutôt dans les cours d'économie. J'aurais pu en avoir en physique ou en bio, mais moi c'est plutôt l'économie qui me permettait de comprendre un peu dans quoi je vivais en fait en quelque sorte, et je découvre ce qu'est la notion de croissance, comment ça se mesure à travers le PIB, et je comprends qu'en fait ça me paraît pas génial tout ça, qu'il faut produire chaque année un peu plus et que c'est ça qu'on appelle la croissance, et je me dis c'est pas possible, enfin ça m'interpelle déjà fortement, mais je reste intéressée en tout cas par la matière, la discipline, pour comprendre ce monde-là, et puis pour en savoir un peu plus en me disant mais est-ce qu'il n'existe pas autre chose ? Je dis c'est quand même fou le monde dans lequel on vit, est-ce qu'on ne pourrait pas aspirer à quelque chose qui me paraissait plus sage, plus... Et c'est les raisons pour lesquelles j'ai poursuivi mes études aussi en économie, toujours dans cette quête, j'allais dire, à la fois de sens, et puis essayer de découvrir un peu tout ça. On va dire. Ouais. Et justement, donc tu fais la fac à Bordeaux ?
Ouais, je fais mes études à l'université de Bordeaux en économie, donc je trouve pas de réponse à mes questions. J'allais te poser la question justement, ouais, non. est-ce que... non, pas du tout. Non, on parle que de croissance, on parle pas de modèle économique alternatif. Enfin voilà, comme si c'était que ça et qu'il n'y avait que ça. Donc je ressors frustrée de mes études, pas trop savoir dans un premier temps que faire. Et je me suis dit, ce qui faisait sens pour moi, c'était d'enseigner dans un premier temps et surtout de dire aussi finalement aux étudiants à qui j'allais enseigner, de leur dire que le modèle, il est comme ça, mais qui pourrait aussi être autrement, mais sans forcément encore avoir grande connaissance de ce qu'il y avait potentiellement. Mais en tout cas, voilà, animé par ça. Et puis en plus, on a des programmes qu'on est obligé de respecter. Donc j'ai commencé à enseigner en post-bac, donc en BTS notamment. Et donc là, j'ai des programmes, mais toujours en tout cas animés par cette idée, donc de faire comprendre comment ça fonctionnait, mais avec ce recul et l'esprit quand même critique aussi sur ce contenu. Et puis après, la quête ne m'a pas lâché. Cette quête-là ne m'a pas lâché, parce qu'après, j'ai voulu aller découvrir un peu ce que c'était sur le terrain. Et là, j'ai fait du développement économique. J'ai travaillé dans le développement économique, donc à l'interface des entreprises, start-up, grands groupes, laboratoires de recherche, collectivités territoriales, pour savoir vraiment comment ça s'organisait, parce que j'avais la théorie, mais j'avais finalement pas trop la pratique. Et c'est ce qui me manquait aussi. J'avais besoin, je pense, et envie de m'y confronter. Donc, ce que j'ai fait pendant 4 ans. Chez Digital Aquitaine, c'est ça? Ouais. Alors oui, c'était un cluster qui est intégré maintenant à Digital Aquitaine. Okay. Donc on était dans les nouvelles technologies, la géolocalisation. Donc voilà, c'était l'idée que les entreprises et les organisations montent des projets communs dans le domaine de la géolocalisation. Donc, non, mais après, voilà, j'ai appris plein de choses. C'était très intéressant et je ne regrette pas. Puis ça m'a nourri, c'est ce qui m'a permis d'avancer aussi. Ouais. Et puis j'ai fait 4 ans et je me suis dit, non, mais maintenant, toujours avec cette quête de comprendre le monde dans lequel je vivais. Enfin, pour ça, je dissocie jamais le travail que j'ai fait, les jobs que j'ai et finalement mon questionnement, mon cheminement personnel, en fait. Ouais. C'est complètement lié. Il y a pas, c'est pas dissocié pour moi. Et donc, pardon de te couper, mais pendant tous les moments où quand tu as été prof à l'université, tu t'appliquais forcément le programme. Oui. Et donc, l'économie, on va dire, je sais pas comment la qualifier, mais... dominante. Dominante, c'est ça, l'économie dominante. Donc, tu as été sûr. Pendant 7 ans prof à l'université de Bordeaux. Ouais. Pendant 7 ans, tu as enseigné cette économie capitaliste. Et comment... ça te fait rire? Oui, non, mais tu as raison. Et comment tu as... j'ai envie de dire, commencer à chercher, en fait, parce que c'est vrai que... Alors, tu le disais, au bout de 4 ans, là, après, Digital Aquitaine, qui avait un autre nom avant, mais donc en 2015, à un moment, il y a eu un déclic et tu t'es dit, en fait, tu as commencé sûrement à parler de l'économie de demain, ou en tout cas à chercher un peu plus sur l'économie de demain. J'ai envie de comprendre, en fait, à la fois la logique, parce que pendant quasiment 15 ans, au final, tu étais sur l'économie dominante et tu as senti quand même dès le lycée qu'il y avait un décalage. Ouais. Enfin, je me dis que c'est beaucoup, en fait. Ouais. J'ai attendu longtemps. Ouais. Non, mais soit parce qu'il n'y avait rien. Ouais. Et donc en fait parce qu'on parle d'économie dominante, soit moi je pense que j'étais sans doute pas mûre aussi pour tout ça, même si ça a toujours été présent en moi. Donc je transmets ça. Bon, après je sais pas aussi, j'ai été maman, alors sans doute que tu as des préoccupations aussi à ce moment-là un peu plus différentes en tout cas. Ouais. Et donc non, mais toujours présent effectivement, parce que oui, pendant 7 ans il y a eu quand même cette transmission sur ces sujets-là, et après aller voir et découvrir un peu sur le terrain en essayant toujours de trouver des réponses, mais forcément pas plus, ou en tout cas la confirmation de ce que je pensais de ce que ça pouvait être. Et après, écoute, je sais pas, sans doute, je dis encore une fois, j'étais peut-être pas mûre, ou j'avais besoin aussi sans doute de bien comprendre et de m'imprégner, je sais pas, de tout ça avant de passer à autre chose. Et puis après, je commençais à sentir un malaise, et puis en me disant, j'avais vraiment envie de faire des recherches, d'approfondir sur qu'est-ce qui peut, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, qu'est-ce qui existe. Et puis j'ai eu sans doute plus de temps d'un point de vue personnel aussi pour m'y consacrer, et j'ai commencé à faire des recherches sur ces sujets-là.
Je me souviens que ma mère avait entendu parler de conférences sur les entreprises de demain, donc j'avais commencé un peu à regarder. Elle m'avait transmis des documents, des informations. Et là, je découvre un coup de cœur, mais énormissime, pour une personne qui est donc devenue mon mentor aujourd'hui, Mark Leunks, qui a travaillé à la Commission européenne dans la cellule de prospective. Et je l'écoute parler de nouveaux mondes, de surgissement, enfin son livre c'est Surgissement d'un nouveau monde, donc je découvre ce qu'il en dit, il parle de nouveaux paradigmes, de tout ce qui est en train de changer. Et là, je suis complètement scotchée par son discours. J'ai l'impression de rencontrer et d'entendre quelque chose qui me correspond complètement, comme si je cherchais quelque chose que j'avais pas trouvé, que je le trouvais enfin à travers lui, dans son approche. Donc une approche globale, transversale, transdisciplinaire, vraiment très très globale et très macro. Enfin, je me suis dit c'est ça en fait, c'est ça. J'ai l'impression de m'être trouvée en fait en l'écoutant, et je me suis dit il faut absolument que je le rencontre, qu'on devienne amis. Voilà, et je l'ai contacté. Ok. On est en quelle année là ? 2015. 2015. Ouais. On est en 2015, je le contacte et je lui dis, j'envoie un mail. Voilà, je ne sais pas ce que je lui dis, mais sans doute que je suis absolument passionnée par ce qu'il dit, que j'aimerais beaucoup le rencontrer à l'occasion. Et il me répond quasiment immédiatement. Dans la foulée. Ouais. Et je demande confirmation. Je dis, mais c'est bien vous qui me répondez, c'est pas une machine. Non, c'est bien moi. Et puis à partir de là, on a commencé à échanger. Puis après, on s'est plus lâché. On s'est rencontrés. Il est venu à Bordeaux plusieurs fois. Maintenant, je le reçois. Enfin, on est amis proches, vraiment. Je viens d'écrire mon deuxième livre en binôme avec lui. Ah, yes. Donc, qui sort en février, c'est ça ? Qui sort en février ou en mars, oui. Ou en mars, ok. Début 2023. Début 2023. Ouais. Je pense... Allez, j'ai envie de dire le titre. Yes. Parce que je pense que bon, c'est pas encore confirmé, mais en fait, j'aimerais que ça soit celui-là. Le titre 2 milliards de réenchanteurs. 2 milliards de réenchanteurs. Ouais. Alors, donc, il sortirait qui sort chez Actes Sud. Okay. Donc, j'espère avec ce titre-là. Ouais. Voilà. Pourquoi 2 milliards de réenchanteurs ? 2 milliards de réenchanteurs, donc avec comme sous-titre le manifeste des acteurs du changement. Et donc avec Marc, nous avons travaillé sur ces sujets des acteurs du changement pour essayer d'évaluer déjà qui sont-ils, combien sont-ils potentiellement. Donc on va jusqu'à 2 milliards d'acteurs du changement sur notre planète, et l'idée c'est de dire voyez, en fait vous n'êtes pas tout seul, parce qu'on a l'impression quand même d'être isolé, de pas forcément être nombreux, d'avancer, de pas faire grand chose, ou on se sent assez seul aussi dans cette volonté de changer de modèle de société, alors qu'en fait on n'est pas isolé, qu'on est très nombreux, sauf qu'on n'est pas forcément connectés et reliés. Et c'est un livre qui se veut aussi fédérateur pour ça, en disant voilà, on est ensemble, il y a une communauté derrière de gens qui aspirent vraiment aux mêmes choses, quoi. Okay. Changer de modèle avec des valeurs plus humaines, et puis j'allais dire évidemment tourner vers le vivant, mais parce que c'est tellement évident, ça c'est même pas tourner vers le vivant, on fait partie du vivant, donc juste reconnecter un petit peu cette partie-là, quoi. Exactement. Ouais. Voilà. Et alors, juste, je reste un peu là-dessus parce que ça m'intrigue. S'il y a 2 milliards qui sont tournés vers ça, est-ce que les autres milliards, ils sont quoi ? Non, mais en fait, ils sont silencieux, ils sont tournés et ils veulent rester sur l'économie dominante actuelle. C'est quoi les autres ? Oui, en partie, ils sont dans le modèle. Alors après, il y a peut-être des grands découpages aussi, mais globalement, oui, dans le modèle dominant, avec des valeurs plus matérialistes, j'allais dire. Donc, plus tourné vers ça, vers un modèle de réussite, globalement. Réussite associée à des valeurs matérielles, économiques, voilà, qui leur correspondent, qui font sens pour eux. Ok. Donc, parce que je te demande, je me dis, il peut y avoir 2 milliards de personnes qui ont envie de faire bouger les choses et en tout cas faire différemment de ce qu'on fait depuis quelques années. Il peut y en avoir que 10 000, je fais exprès, tu vois, mais 10 000 qui ont envie de rester absolument dans ce qu'on est actuellement. Mais au final, non, il y a quand même une partie de la population. Oui, c'est une grosse majorité, mais après... oui, bien sûr, il y a des sous... Enfin, bon, après, je grossis le trait. Je grossis le trait. Ok, d'accord, trop chouette. Et donc, à partir de 2015, comme tu le dis, tu commences à faire de la recherche. Moi, je me demande à chaque fois, j'ai jamais fait de recherche, ou peut-être pour quelque chose de 30 pages que j'ai dû écrire à la fin de mon master. Mais ça consiste en quoi, faire de la recherche sur de l'économie ? Alors déjà, c'était pas sur l'économie. D'accord. Et là,
c'est vraiment Marc Lynx qui m'a guidée sur les ouvrages. J'allais dire, un peu en rupture aussi globalement, mais un peu dans tous les domaines, au niveau de la science, en biologie, en histoire. Enfin, il m'a un peu aiguillé sur les auteurs à appréhender, puisque lui, il faisait de la prospective, donc il avait un regard qui était déjà, j'allais dire, un peu décalé, si tu veux. Il n'était pas... il faut sortir à un moment donné du cadre aussi si tu veux découvrir des choses et aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc lui, il m'a amené à sortir de ce cadre et il m'a un peu orienté, il m'a un peu guidé sur les ouvrages. Donc j'ai passé une bonne année à lire pas mal d'ouvrages et à faire des recherches aussi sur Internet. Et donc ça a été passionnant. Et donc, dans tous les domaines, encore une fois, que ça soit au niveau de la science, au niveau de l'histoire, j'ai lu des choses en histoire globale aussi, tu vois, donc c'est une approche de l'histoire qui est différente, qui est globale comme son nom l'indique, mais c'était aussi en psychologie, c'est une approche aussi nouvelle autour de la psychologie, enfin voilà, c'est j'allais dire presque tout ce qui sortait un petit peu du cadre dans différents domaines. Et ça m'a énormément nourri. Et je me suis dit, de tout ça, qu'est-ce que je peux en faire? Et quel lien, évidemment, avec l'économie? Parce qu'avec le sentiment, vraiment, en lisant aussi tout ça, qu'il y avait vraiment des choses qui étaient en train de bouger, qu'un nouveau paradigme, effectivement, potentiellement pouvait émerger. Les raisons pour lesquelles on parlait de ces changements, est-ce que vraiment on pouvait le justifier? Est-ce que vraiment il y a un changement? Est-ce qu'il y a une révolution silencieuse qui est en train de se passer? Après ces différentes lectures, oui, évidemment. Donc, et voilà, j'ai fait cette combinaison-là avec l'économie, essayer de mixer ça, et ça a donné donc le premier ouvrage que j'ai sorti en 2019. Parce que j'ai à peu près donc fait mes recherches entre 2015, 2016, 2017. J'ai dû écrire grosso modo 2017-2018 et l'ouvrage est sorti en 2019. Et après, j'ai fait la promotion de l'ouvrage et là, j'ai commencé après à enseigner, mais précisément sur mon contenu et sur mes recherches. Et plus cette fois-ci. Voilà, et cette fois-ci. Donc, quel bonheur, en fait. Quel bonheur d'aligner finalement tout ça. Ouais. Et pour la petite histoire d'alignement, parce que j'ai envie de le partager, je trouve que c'est important, ça peut être inspirant aussi, donc je me permets. Bien sûr. Je raconte parfois à mes étudiants aussi cette petite anecdote en disant il faut vraiment s'écouter, croire en son ressenti, en ses aspirations. Et j'avais envie d'écrire, mais je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Donc déjà, gros travail sur moi en me disant mais si, allez, tu vas y arriver, tu es capable de le faire. Donc beaucoup de méditation, en faisant focus aussi sur mes qualités, chose qu'on fait pas d'ailleurs assez, on nous apprend pas aussi ça, je trouve, suffisamment, ou à apprécier vraiment en se disant mais oui, ça, tu es bon pour ça, allez vas-y, crois en toi. Donc j'étais un peu mon propre coach en me disant allez vas-y, mais si, il y a des choses que tu sais bien faire au niveau pédagogique, enfin voilà, donc ça m'a un peu boosté. Et puis je me suis dit, je vais arrêter de m'interroger, à me demander si je suis légitime ou pas à le faire. Je le fais, puis on verra bien ce que ça va donner. Donc j'ai vraiment fait ce que je ressentais profondément, sans savoir encore une fois ce que ça allait donner. Et donc j'écris le livre, je termine le livre, j'en parle à Marc, mon mentor, qui savait que j'étais en train d'écrire. Je lui dis, ça y est Marc, j'ai terminé. Et je lui dis, maintenant je sais pas trop quoi en faire, il faudrait que je contacte les maisons d'édition, parce qu'on me posait la question, mais tu vas faire quoi, comment, les maisons d'édition, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai envie d'écrire, il faut que je le fasse, donc je le fais, je le ressens comme ça. Et Marc me dit, j'ai été contacté il y a pas très longtemps par quelqu'un qui travaille dans l'édition, si tu veux on peut le contacter. Je dis, écoute, j'ai rien à perdre, je connais personne, donc on va essayer. Et on contacte Emmanuel Roche, que je cite, parce que ça a été aussi une lumière sur mon chemin. Et Emmanuel, donc, je lui parle de mon projet, je lui parle de mon livre, et il me dit, écoute, ça a l'air super, si tu veux, tu me l'envoies. Et j'avais un peu la trouille, je dis, je vais lui envoyer, mais je sais pas trop qui c'est, je sais pas si je peux lui faire confiance, je vais lui donner mon livre. 2 années d'écriture quand même, donc c'est ça, je me suis dit, waouh, je sais pas trop ce qu'il va, en plus je savais pas trop qui il était, ce qu'il faisait, donc je lui envoie, je sais pas, je fais confiance. Et il me dit, écoute,
franchement, il me dit j'adore. Et si tu veux, si tu m'y autorises, je le propose à Albert Michel, Hachette, Plomb. J'étais là, waouh. Je dis, oui, attends, je réfléchis 2 minutes. Je prends une grosse respiration. C'est ça. Yes. Donc génial. Je me suis dit c'est incroyable. Et donc il propose mon ouvrage à ces différentes maisons d'édition. Donc en fait, il était porteur d'affaires. Enfin, il connaissait parce que lui-même avait travaillé dans l'édition. Et donc voilà, je connaissais pas finalement trop son parcours. Et après, c'était pas gagné que ça plaise non plus. Je pense qu'il a bien fait ma promo. Et au-delà de ça, voilà, Plomb a rapidement dit OK, nous, ça nous plaît beaucoup, donc on a envie de suivre Aurélie sur ce projet-là. Plomb me dit ça fait longtemps qu'on a envie d'éditer un livre en économie, mais on n'a jamais rien compris dans les ouvrages qu'on a reçus. Là, c'est la première fois qu'on comprend quelque chose. En plus, voilà, c'est vachement intéressant, donc on va vous publier. Et donc voilà, j'ai atterri chez Plomb, et c'est pour ça que j'aime raconter cette histoire en disant il faut vraiment croire. Il faut s'écouter quand on ressent quelque chose fortement, et puis y croire. Donc, voilà, j'avais pas prévu forcément d'être publié dans une belle maison d'édition, et puis là, ça sera Actes Sud la prochaine. C'est juste super. Voilà, c'est parce qu'à un moment donné, on s'autorise à s'écouter et à aller au bout de notre projet, en fait, et à faire confiance. Après, la vie m'a permis, mon entourage aussi, parce qu'il faut aussi pouvoir être soutenu à un moment donné, aussi financièrement, donc ça c'est pas évident. Et ça aide quand évidemment on n'est pas non plus tout seul. Complètement. Merci pour ce partage. Et est-ce que tu te souviens d'un moment, parce que moi à titre personnel, pour ma part je me souviens de ce moment-là, où tu as ressenti pleinement cet alignement, et comme tu disais tout à l'heure, j'ai enfin partagé à mes étudiants ce que moi j'avais créé au final. Est-ce que tu te souviens d'un moment où ce soulagement, ce bien-être complet, cet état de bien-être où tu dis waouh, en fait c'est bon quoi. Là je suis au bon endroit, au bon moment et aligné. Alors ça me l'a fait quand je sais plus, c'était peut-être l'année dernière. Enfin, en tout cas, je me souviens de ce moment-là où je finis, où je suis en plein cours en fait avec mes étudiants en plein amphi, et là. Je kiffe en fait le moment, quoi. Je kiffe parce que je trouve que c'est fluide, je trouve qu'il y a une vraie réception, j'ai l'impression de leur apporter quelque chose, j'ai l'impression que des yeux sont un peu éclairés, et puis si parfois je pouvais même avoir des doutes sur le fait par rapport à l'enseignement et tout ça, donc à ce moment-là je me suis dit je crois que je suis là où il faut que je sois. Après, sinon, c'est beaucoup en méditation. Je médite pas mal. Et c'est à ces moments-là où, je sais pas, où j'ai le sentiment d'apprécier aussi pleinement en me disant je suis contente de ce que j'ai fait. Je suis fière sans prétention, avec toute humilité, en me disant je suis contente de l'avoir fait. Je suis fière de moi. Je suis contente. Voilà. C'est chouette. Non, mais complètement, c'est canon. Attends, c'est tout ce que je souhaite à tout le monde, donc tant mieux. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu plus de ton livre Quand l'Homo economicus saute à l'élastique, 3 petits points, sans élastique. Alors même si je sais que c'est pas toi qui as choisi le nom, je crois que tu voulais un autre nom, c'est ça? Avec du recul, tout, mais c'est Emmanuel pourtant qui l'avait suggéré, donc celui qui a porté l'affaire chez Plomb, qui l'avait proposé. Au début, si je pouvais trouver ça rigolo, puis je sais pas, avec du recul, je trouve que c'est pas facile, c'est long comme titre, on le retient pas forcément facilement, donc je sais pas si. Bon. Mais après, il est drôle, et puis il peut avoir du sens aussi. Donc, et c'est aussi, je raconte sur la couverture, qu'il y a 2 pingouins qui sont en train de parler et qui posent la question: sauver le monde, point d'interrogation. Ouais, vous avez fait un business plan? Je trouve ça, ce petit décalage assez rigolo aussi. Mais en fait, peut-être avant de te poser la question sur ton livre en lui-même et ce qu'il raconte, même si tu vas pas tout nous raconter, que j'invite plutôt tout le monde à aller le lire, est-ce que quand on parle de l'économie dominante, il y a quoi derrière en fait? C'est-à-dire que tu as aujourd'hui, et on va faire un peu le parallèle, la différence entre les deux, c'est que comment fonctionne ce monde-là, même si c'est le monde qui fonctionne depuis plusieurs décennies, donc peut-être qu'on connaît un peu, mais ça peut être intéressant de venir globaliser un peu tout ça, enfin de réexpliquer un petit peu tout ça, pour après dire que ce monde-là aujourd'hui peut plus fonctionner. Enfin, en tout cas, si on veut respirer à peu près correctement et pas se taper des tempêtes ou que sais-je régulièrement. Est-ce que tu peux nous faire juste un petit état de cette économie dominante ?
Alors, ouais, souvent je Si la ça te présente. va, Oui, ouais. je la présente de façon simple pour que ça soit clair pour tout le monde aussi. Euh, c'est un modèle qui considère que nos besoins, comme je dis souvent, sont illimités. Mais ça fait partie des hypothèses. Alors, je vais la faire simple, mais des hypothèses que font un courant dominant en économie. Comme je dis, l'économie n'est pas une discipline qui est neutre. C'est une science économique, donc on croit que à partir du moment où c'est une science, c'est potentiellement objectif. Donc non, c'est clairement influencé par un courant dominant, les néoclassiques, qui sont plutôt dans une approche libérale, et puis voilà, très scientifique, mathématique, avec, j'allais dire, les inconvénients que ça peut avoir aussi de nous déconnecter un peu aussi du réel, puisqu'on veut y mettre des modèles, si tu veux, on veut y associer des modèles un peu mathématiques, avec des chiffres et tout ça, donc bref, ça nous déconnecte aussi quand même en partie de la réalité. Ouais. Et donc, ils ont fixé des hypothèses, comme en science, si tu veux, tu poses des hypothèses. Normalement, après, tu les vérifies, mais enfin, en économie, il n'y a que la réalité qui peut les vérifier. Tu ne peux pas provoquer une crise pour voir si les effets de la crise, et puis après... en tirer les conséquences. Bon, bref. Donc, on considère ce modèle dominant que nos besoins sont illimités. Et finalement, nous les satisfaisons dans notre modèle par la consommation. Donc, il faut produire toujours plus pour satisfaire des besoins qui sont illimités. Et comme je dis, peu importe en gros ce que tu produis, peu importe comment tu le produis, je grossis le trait là aussi, du moment que tu produis en fait. Et c'est ce qu'on appelle le PIB ou la croissance, c'est l'augmentation de la production. Donc il nous faut produire toujours plus et toujours plus pour s'enrichir en fait, en quelque sorte, puisque la richesse, on l'associe au PIB et à la croissance, si tu veux. Donc la richesse aujourd'hui, ça va être... j'allais dire la production, la quantité produite, si tu veux. Donc, la somme des valeurs ajoutées, etc. Ouais. Donc, et ça, c'est évidemment, cette économie, elle est dégénératrice, si tu veux. Voilà, elle abîme le vivant, encore une fois, parce que peu importe ce qu'on produit, comment on produit, il n'y a pas beaucoup de limites, finalement. Et juste pour préciser aussi autre chose, c'est que cette notion de croissance, elle a été fixée, c'est un objectif. Évidemment, c'est une approche aussi qui a été développée après la Seconde Guerre aussi, donc qui répondait à un moment donné à un objectif bien particulier, qui était, oui, il fallait relancer notre économie. Et donc, on a fixé cet objectif avec cet indicateur-là, parce que c'était nécessaire à ce moment-là. Et, sauf qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, il faut revenir aussi sur ces objectifs et sur ce qui est important et ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Et cette économie-là, quand on parle, c'est celle de la France ou c'est du monde ? Je fais exprès de poser la question. Oui, mais... Non, oui, c'est notre modèle capitaliste, industriel, donc maintenant dominant en fait. Dans le monde. Ouais. Ok. Et dominant, mais tous les pays fonctionnent comme ça, ou est-ce qu'il y en a qui ne fonctionnent pas comme ça? Oui, ils le subissent. Ils le subissent, en tout cas, parce qu'il y a une vraie domination du modèle capitaliste, donc de toute façon, ils vont être ou asservis au modèle, même s'ils ne le sont pas, mais oui, dans les grosses lignes, encore une fois, oui. Okay. Ça fonctionne comme ça. Ok, tout le monde prend ça en compte, en tout cas jusqu'à présent, la majorité prenait ça en compte. Après, ça a eu, souvent, voilà, j'essaye de tempérer parce que, faut pas dire le méchant capitalisme, parce que ça nous a apporté, ça nous a aussi permis de nous enrichir. Aujourd'hui, la plupart, j'allais dire, des humains vivent dans des habitats relativement corrects, avec un certain confort, ont reçu une formation, donc, et puis en termes de santé, d'avancées scientifiques, ça nous a permis tous ces éléments-là. Et ça a permis de pacifier aussi le monde, même si on peut en douter en ces circonstances, mais enfin, globalement, le monde a été pacifié aussi, donc ça a eu aussi... Voilà. Bon, après, je ne vais pas revenir dans les détails, mais bon, l'espérance de vie a augmenté, enfin, il y a plein de choses qui nous ont permis de vivre aussi confortablement et d'être mieux. Complètement partout dans le monde, globalement. Mais voilà, en tout cas, ça atteint aujourd'hui ses limites et il faut absolument, effectivement, réorienter tout ça, changer de projet. Et alors, est-ce que c'est possible ? Oui, non seulement c'est possible, mais en plus c'est nécessaire et indispensable. Ouais, c'est nécessaire et indispensable, ok. Mais est-ce que c'est possible ? Et dans ce cas-là, comment on fait ? Donc là, je fais le lien avec ton livre, effectivement, et avec les recherches que tu as pu faire. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Parce qu'effectivement,
Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête, et pardon, ça va être un petit peu brouillon, mais 2020, la crise Covid, où on voit un petit peu ralentissement et ralentissement de l'économie, et on voit que le vivant reprend un petit peu sa place. Enfin, pas reprend sa place, mais en tout cas, on le laisse respirer un peu plus. Là, en 2022, tu as l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose il y a 2 ans, au final, vu comment tout repart, et quand on voit tous les événements mondiaux qui peuvent arriver là où il se passe, c'est pas génial non plus. Est-ce qu'on est là aussi à un point de... Enfin, donc pardon, il y a plusieurs questions, je reviendrai après sur la première, c'est pas grave, mais est-ce que là, c'est un point de bascule? Le sentiment que j'ai, moi, à titre perso, et je suis pas du tout dans l'économie, hein, c'est qu'on a l'ancien monde qui résiste encore, et qui fait tout pour résister face aux 2 milliards qui ont envie de faire bouger les lignes. Est-ce que c'est un point de bascule? Parce qu'un économiste, j'imagine, projette aussi ce qui se passe. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a un point de bascule et est-ce que tu peux le dire ou pas? Enfin, c'est ça le truc. Est-ce qu'on peut s'en rendre compte ou pas, en fait? Je sais pas si tu veux dire, est-ce que le Covid a été un point de bascule? Est-ce que le Covid a été un point de bascule? Est-ce que ce qui peut se passer en ce moment, forcément, il y a de plus en plus de médias, donc on entend de plus en plus parler, les activistes aussi, et les personnes dont on parlait juste avant, enfin des Camille Etienne, des personnes qui prennent la place, et heureusement, pour parler de ces sujets-là. Et pour influencer le gouvernement, enfin tu vois récemment à la COP27, Emmanuel Macron qui par rapport au deep sea mining, bref, l'exploitation des fonds marins disait que la France était contre, donc c'est une très bonne nouvelle pour le coup. Est-ce qu'on est à un point où justement c'est une bascule, parce que j'ai l'impression que le Covid, ou c'est peut-être un effet, waouh, je parle beaucoup trop, c'est peut-être un effet pour moi de la suite du Covid, c'est l'inertie du Covid là, qui est en train d'arriver pour que ça change. Est-ce que c'est qu'une impression? Est-ce que c'est la vérité sur le terrain? Non, ça a contribué à faire évoluer les consciences. Hein. Ça a contribué à faire évoluer les consciences et ça contribue à nous faire basculer sur nous. On parle de la nouvelle plaque tectonique avec Marc, mais à nous faire basculer vers ce nouveau monde. Point de bascule, en tout cas un élément fort et marquant qui sans doute nous a bien décoiffé. Et alors après, on s'en aperçoit. Il y a un certain nombre de personnes qui vont être déçues en disant mais moi je m'attendais à ce qu'il y ait des grands changements, etc. Alors c'est pas facile de changer. Le changement va être lent et puis c'est quelque chose de profond aussi. Il y a une évolution des consciences, mais pour autant ça veut pas dire que le changement va être immédiat et très très rapide. Enfin, ça serait bien, mais j'y crois pas parce que c'est difficile aussi déjà à titre personnel de changer de façon de voir les choses, etc. Alors je sais qu'on est pressé par le temps et aujourd'hui on se dit mais en fait on n'a plus le choix, faut y aller et tout ça. Mais concrètement et sur le terrain, et puis on n'est pas tout seul, effectivement c'est pas évident. Mais oui, il y a déjà de toute façon il y avait déjà des avancées dans les constats qu'on avait fait avec Marc et dans les différentes recherches qu'on avait pu mener. On était déjà en train de toute façon de rentrer dans un nouveau paradigme pour plein de raisons qu'on retrouve dans mon bouquin, mais voilà. Et le Covid pour le coup a été un marqueur pour faire évoluer les consciences. Donc oui, on continue d'avancer, sans doute un petit peu plus vite aussi, même si c'est pas assez vite pour certains, mais ça se poursuit et on le voit quand même sur le terrain déjà parce qu'on en entend beaucoup plus parler autour de nous. On sent quand même qu'il y a des vraies prises de conscience, même au niveau des gouvernements, des avancées. Alors en termes on va parler de transition écologique, de croissance verte, on parle de sobriété. Enfin c'est très nouveau. On entend le président français nous parler de sobriété. Donc, et puis, en fait, c'est ça, mais c'est ça à plus grande échelle. Ouais. Et puis, à l'échelle européenne, à l'échelle internationale, la notion de développement durable, en fait, là, on sent bien que ça devient un vrai sujet. Et d'ailleurs, on est mal à l'aise. Et s'il y a cet inconfort aussi, globalement, qu'on ressent, nous, on l'explique, c'est parce que, oui, il y a un ancien monde qui se meurt, on est juste mal à l'aise parce qu'on est entre deux aussi. Il y a quelque chose qui est instable, en fait. Et c'est cet inconfort-là qui enfin, je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà. Enfin, je sais pas si j'ai répondu. Si, complètement. Ça. Non, mais enfin, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, c'est ce moment de changement en fait qui fait qu'on ne sait pas aussi vers quoi on va, et donc forcément, c'est de l'inconfort quand on sait pas, et quand ça fait des années qu'on a le même modèle qu'on copie-colle à chaque fois. Bah là, on est obligé de changer, mais bon, on sait pas trop. Faut tester en même temps, et tant qu'on n'a pas testé à grande échelle, on peut pas. Et puis le changement, de toute façon, ça fait peur aussi. Donc on sait qu'il faut changer, mais déjà on sait pas trop quoi ni comment faire. Et puis encore une fois,
voilà, ça fait peur et notre cerveau est pas, enfin, je veux dire, même physiologiquement, l'être humain, la notion de changement pour notre cerveau, c'est compliqué. Donc, tout ça mis bout à bout, et puis on s'accroche, et puis il y a un grand nombre de personnes qui s'accrochent à cette ancienne plaque tectonique aussi. Il y a tellement d'enjeux, à la fois financiers et puis en termes de pouvoir, que de toute façon, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas intérêt à ce que ça change. Ouais. Ça remettrait trop en question leur pouvoir, leurs prérogatives. Donc, complètement. Ouais. C'est compliqué. Et puis quand on n'est pas face à une réalité où on n'est pas concerné vraiment directement par ce qui se passe, par le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources naturelles, la disparition de la biodiversité, parce que ça reste, on a l'impression que c'est un peu éloigné de nous, on n'est pas touché au quotidien. Donc finalement, on s'en préoccupe pas trop. Et malheureusement, il faut qu'on soit le nez devant le problème pour aussi véritablement enclencher des initiatives de changement. Mais là, c'est un peu plus le cas. On ressent, j'ai l'impression aussi plus concrètement, le réchauffement climatique, quoi. Ça me paraît assez évident aussi. Et justement, est-ce que j'ai l'impression parce que parfois tu demandes qu'est-ce qu'il leur faut de plus, quand je dis leur, c'est aux décideurs, etc., oui. pour se rendre compte de tout ça. Quand on voit effectivement quand même une accélération de tous les dérèglements climatiques et de tout ce qu'on peut vivre, la canicule qu'on a vécue cet été, là encore, je sais pas, c'était il y a 2 semaines où il devait faire 27-28 en octobre. En fait, on peut se dire jusqu'où en fait il faut que ça, tu vois. J'avais lu pour le coup cet après-midi, je me balade de temps en temps sur LinkedIn, un message de bon pote, un média assez engagé pour le coup, et qui disait ça pourrait être pas mal que toutes les réunions de la COP27 il les fasse sous 50 degrés en fait, dans une salle où il fait 50 degrés, pour qu'ils se rendent compte ce que ça vaut. Je trouvais ça rigolo, même si c'est pas terrible de chauffer une salle à 50 degrés. Mais est-ce que, à la fois, est-ce qu'on n'est pas déjà face au mur? Mais oui et non, c'est ce que je comprends. Oui, si. On y est. on y est. Ouais, si. Non, mais il faut, bien sûr. Maintenant, ça reste... Il y a tellement d'enjeux financiers. Voilà, c'est les lobbies qui dominent aujourd'hui. C'est même pas... C'est pas tellement le président, c'est les lobbies qui sont derrière aussi. Donc, bien sûr. Encore une fois, ils n'ont pas forcément intérêt à ce que ça change, puis ils veulent pas trop. Ouais. Et alors, justement, est-ce qu'on peut changer? Et si oui, comment? On fait de la croissance verte. Ben ouais, en fait, parce que, comment dans ce cas-là on pourrait changer? Et si tu parles de croissance verte, mais qu'est-ce quoi? Ben oui, ils nous parlent tous de la transition écologique. Qu'est-ce qu'on met derrière la transition écologique? On y met beaucoup de croissance verte. Et c'est quoi la croissance verte? On continue à faire de la croissance, mais on la peint en vert. Donc on met des énergies renouvelables plutôt que des énergies fossiles, parce que quand je t'ai parlé du modèle dominant, évidemment, j'ai oublié de préciser que tout ça a été basé, parce qu'on doit produire, mais enfin on produit comment? Avec des énergies. Les énergies qu'on utilise, c'est évidemment des énergies fossiles. Et dont on connaît aussi l'impact. Donc, on nous propose en fait le même modèle, on ne change pas trop, mais par contre, on met des énergies renouvelables, comme ça sera plus propre. Mais bon, ça ne résout pas le fond du problème, puisqu'on reste dans un modèle productiviste, donc produire toujours plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire des déchets, ça veut dire aussi de la pollution, sachant que les énergies renouvelables, elles ont aussi des limites, elles sont aussi potentiellement polluantes, elles utilisent elles-mêmes des ressources naturelles Alors oui, des ressources naturelles, mais j'allais dire de l'énergie fossile pour certaines d'entre elles pour être fabriquées. Donc elles présentent aussi des limites, les énergies renouvelables. Donc évidemment qu'il faut revenir à un modèle plus sobre. Enfin, la question, la réponse plutôt, elle est évidente. Il faut évidemment qu'on revienne à quelque chose de plus sobre. Aujourd'hui, c'est très prétentieux, j'allais dire, de la part évidemment de l'homme de fonctionner comme ça. Mais je pense que c'est sans doute un manque de conscience aussi de tout ça qu'on commence à avoir. On prend souvent l'image, je fais référence aux travaux d'Elisabeth Satouri, qui est une biologiste évolutionniste, et j'aime assez son travail, et qui parle de notre espèce humaine qui est finalement relativement jeune, dans l'histoire de la Terre, de la vie sur Terre en tout cas. Et finalement, et en quelque sorte, dans un premier temps de vie, chaque espèce, pour survivre, est plutôt dans le combat, dans la force, dans la lutte, jusqu'à ce qu'elle atteigne finalement un certain seuil qui la fasse basculer vers une évolution plus mature et plus pacifique. Et puis, il y a cette analogie avec la crise d'adolescence aussi
qui est assez parlante. Moi, je le ressens aussi comme ça. C'est comme si notre espèce humaine était en pleine crise d'ado, en fait, qu'on évolue avec le temps, mais qu'on était finalement encore assez jeune. Enfin, un ado, mais alors un petit ado. Et comme un ado avec un ego exacerbé, on croit qu'on est ultra puissant, qu'on peut tout faire sans limite. Mais non, je veux faire ce que je veux, comme je veux, sans limite. Enfin, voilà, l'autorité, je m'en moque. Et j'ai l'impression qu'on est dans ce stade-là d'évolution, en fait, jusqu'à ce qu'on prenne conscience, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas faire ce qu'on veut, comme on veut, parce qu'il y a des limites. Il y a des limites du vivant, planétaire, et relatives à l'épuisement des ressources, etc. Donc, on ne peut pas faire comme on veut. Donc, voilà, jusqu'à ce Donc, ça, je pense que c'est un process qui est long et qui prend du temps aussi, mais qui... Donc, je reste quand même assez optimiste, parce que en tout cas, moi, je le perçois, je le ressens aussi comme ça, comme une évolution en termes de prise de conscience aussi, qui évolue avec le temps. Edgar Morin nous dit, on en est finalement alors, j'ai plus le terme exact, mais qu'aux prémices, en fait, en quelque sorte, de notre... alors, c'est pas ces termes-là, mais évolution cérébrale, et qu'on va gagner aussi en termes de tu disais prise de conscience, d'évolution de conscience, Et alors, est-ce qu'il y a des économies qui fonctionnent déjà sur un modèle de demain dont tu parles et que tu prônes ? Alors, en fait, ce que je défends, ce qui me paraît évident et de bon sens aujourd'hui, et en fait, on y va, mais on met pas ce terme-là parce qu'il fait peur et on a l'impression que c'est un gros mot, mais c'est la notion de décroissance qu'on ne connaît pas bien, en fait, et qu'on interprète très très mal, mais c'est précisément exactement ce vers quoi nous devons aller, c'est-à-dire que nous devons faire croître tout ce qui est bon pour l'homme et le vivant. Donc nous devons en fait rentrer dans une croissance qualitative et faire décroître tout ce qui est nocif pour l'homme et pour le vivant. Et évidemment, on doit rentrer dans un modèle qui s'inspire du vivant, aussi dans notre mode de fonctionnement, et on doit se fixer globalement des limites. Chose qu'on ne fait pas suffisamment aujourd'hui. Donc, il va falloir qu'on l'intègre, mais on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on limite en termes... Quand les entreprises, elles produisent précisément, il faudra qu'il y ait un certain quota, en fait, qu'elles ne pourront pas dépasser, ou à la fois en termes d'émissions de CO2, mais aussi en termes d'utilisation, je ne sais pas, du bois, par exemple. Donc, il nous faudra, à un moment donné, un quota en fonction du nombre de personnes, qu'on établisse des éléments chiffrés, et que le quantitatif soit au service du qualitatif. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt... Le quantitatif qui domine. Il faut qu'on vende, il faut du volume, il faut de la production. Et on n'est pas sur l'aspect qualitatif. Donc, il faut qu'on bascule vers une décroissance. Donc, comme ça fait peur ce terme-là parce qu'il est très méconnu et qu'on a l'impression que c'est revenir à la bougie parce que les gens ne savent pas de quoi ils parlent, d'autres personnes vont parler, donc il y a beaucoup de mélanges, d'autres personnes vont parler de croissance ou de modèle régénératif ou d'économie régénérative parce que c'est plus doux et ça passe mieux aussi, j'allais dire pour le cerveau, donc c'est des vocabulaires qu'on accepte mieux. Moi, je vais parler peut-être de croissance qualitative parce que ça fait moins peur, donc un chef d'entreprise, pour pas trop le bousculer, non, on va continuer à parler de croissance parce que si on parle plus de croissance, il va être perdu, il va plus savoir. Donc, mais dans le fond et profondément, c'est cette notion effectivement de décroissance, encore une fois, de croissance qualitative. On va faire croître la santé, l'éducation, on va faire croître la qualité de l'eau, de l'air, des sols, de notre environnement, du vivant, et on va faire décroître tout ce qui est nocif, donc les émissions de gaz CO2, le chômage, on va se concentrer sur des choses qui sont potentiellement néfastes pour le vivant de façon globale. Ouais. Et donc il y a des pays qui ont déjà ce modèle-là ? Ou des régions, des États, des villes ? Alors on ne va pas forcément l'assimiler à ça aussi. Mais quand par exemple tu vois une entreprise qui va être dans une dynamique de décarbonation, tu vois, on va essayer de diminuer nos émissions de gaz. Elle est dans une dynamique de décroissance en fait, tu vois, mais sauf qu'on met pas ce nom-là. Et donc quand on va dire est-ce qu'on est déjà là-dedans, mais en fait oui, quand on essaye de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, on est dans cette dynamique-là. Quand une entreprise veut apporter de la qualité à la fois dans le produit qu'elle va offrir, mais aussi dans l'accompagnement de ses salariés, on est typiquement aussi dans une dynamique de décroissance. Donc en fait, oui, mais on ne l'appelle pas comme ça. Et on n'a pas ce regard et cette vision globale. Après, moi, je le vois. Donc pour moi, ça serait, si c'est clair, tu vas me dire pour toi, mais le grand chapeau de cette économie de demain, donc c'est celle dont je te parle, c'est l'économie, ça serait une dynamique de décroissance,
avec les limites dont je te parle, donc fixer des limites, et accompagné de tout un tas de modèles économiques alternatifs comme l'économie sociale et solidaire, l'économie de la fonctionnalité, l'économie circulaire, l'économie contributive, enfin il y en a tout un tas qui sont les branches, tu vois, de cette économie de demain. Donc globalement, il y a cette dynamique de décroissance, enfin de croissance qualitative, accompagnée par un modèle d'économie circulaire, parce que c'est du bon sens en fait, plutôt que d'être linéaire, on produit, on utilise et on jette. Et ben non, on va faire comme le vivant, on va réutiliser nos déchets, voire faire en sorte de ne pas avoir de déchets du tout, enfin, ou que nos déchets redeviennent des ressources, dans une dynamique plutôt d'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire que les biens, on les transforme en services, finalement. On essaye de raisonner pas en termes de biens à vendre et de volume à vendre, mais on va vous vendre l'usage plutôt d'un bien. Donc, on dit c'est pas on est plus sur un modèle de location finalement plutôt que voilà en lien avec l'usage qu'on va en faire, plutôt que sur la vente du produit, du quantitatif, quoi. Okay. Voilà. Et puis tous les autres, je veux dire, l'économie régénérative en fait partie, c'est-à-dire, je finis juste là-dessus, c'est pareil, l'économie régénérative, c'est apporter, contribuer à régénérer notre environnement, avoir un impact positif sur notre environnement. Mais d'autres personnes vont voir l'économie régénérative de façon plus globale. Mais dans sa définition première, moi je dirais que c'est une économie qui cherche à avoir un impact, tu vois, positif sur son environnement. Donc ça va être, je vais mettre des ruches sur le toit de son entreprise. Enfin, je caricature, mais... oui, voilà. Mais ça peut en faire partie. Oui, ça peut en faire partie. Mais c'est vraiment participer aussi, que les entreprises participent globalement aussi à cette dynamique de régénérer notre environnement. Voilà. Et justement, tu parles des entreprises. Est-ce que c'est là-bas que ça commence ? Ou que ça continue, parce qu'on comprend que ça a quand même un peu déjà commencé. Oui, alors c'est une combinaison, évidemment, parce que tout le monde a son rôle à jouer, les citoyens, les entreprises et les collectivités, bien sûr. Et après, évidemment, le gouvernement, mais enfin, on a l'impression que lui, il suit finalement toute la dynamique qu'il y a derrière et qui part du bas, en fait, parce que ça part quand même du bas, et eux, ils sont tout au bout et très en retard, et puis ils mettent les lois qu'il faut bien plus tard. Alors, mais sur le terrain, ça bouge déjà, bien sûr. Les citoyens... on le voit, toutes les initiatives, les éco-villages, les jardins partagés, et puis après les entreprises qui sont dans des nouvelles dynamiques aussi, dans leur engagement, dans les valeurs. Donc je le dis aussi dans le prochain livre qui va sortir, mais de plus en plus d'entreprises sont en train de basculer. Leur objectif principal, leur finalité, c'est de moins en moins l'argent. Bien sûr que c'est un moyen et bien sûr qu'il faut en gagner et c'est important pour vivre, mais c'est pas la finalité première. Ils veulent mettre du sens, avoir un impact, apporter quelque chose d'utile à la société. Et de plus en plus d'entrepreneurs sont animés pour apporter quelque chose à la société et pas juste gagner du fric pour gagner de l'argent. Enfin, donc il y a ça, il y a toute la dynamique RSE, toutes les entreprises qui cherchent à être à impact, donc c'est pas encore dominant non plus, mais tout ça sont des signaux faibles. Les entreprises sont en train de s'organiser aussi différemment, on n'est plus dans une structure pyramidale, on est de plus en plus dans des structures horizontales, avec des modes de fonctionnement beaucoup plus agiles, on responsabilise davantage les salariés aussi, on les implique davantage, on est dans une intelligence collective, dans de l'open innovation. Enfin, ça bouge aussi en interne, ça bouge en externe, dans leur façon de faire, dans leur business model aussi. Elles voient bien qu'il faut changer de modèle, qu'on ne peut pas continuer comme ça et qu'elles contribuent à alimenter le problème. Ouais. Et est-ce que justement, alors je vais me faire l'avocat du diable de petites secondes, mais est-ce que il est tenable ce modèle-là, enfin ces types de modèles-là ? Une entreprise qui fait plus attention, il va être B Corp, 1% for the planet, voilà, mais est-ce que c'est tenable ? Mais non seulement c'est tenable, mais on se rend compte qu'en fait c'est économiquement intéressant. Donc ça, ils ne vont pas oser se lancer, mais je reprends sur les propos d'Emery Jacquia, qui est que je reçois bientôt sur le Pont d'ailleurs. Génial, que j'adore. Donc le président de la CAMIF et mince, je sais plus. Je t'ai coupé, t'allais dire, je reprends les propos d'Emery. Oui, d'Emery Jacquia qui disait, on parlait de quoi juste avant, sur les entreprises, est-ce que c'est possible, oui, est-ce que c'est possible oui, et qu'en fait, on s'aperçoit complètement que qu'en fait, être dans une dynamique où évidemment
tu as une prise en compte de l'environnement et du social, ça alimente l'aspect économique. Quand tu commences à... Voilà, moi, ça va tellement de soi que c'est... Oui. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut dire ? Parce que parfois, on entend des personnes, et tu vois, moi, j'en ai aussi de mon âge et plus jeune, de tous les âges qui disent que c'est foutu, en fait. Pourquoi, se faire chier à changer, alors qu'en fait, on sera plus là quand ça va se passer. Comment on peut, tu vois, ceux qui ferment les yeux devant tout ce qui se passe, entre guillemets, comment on peut faire en sorte que ça bouge chez eux aussi ? Là, c'est difficile. Je pense que moi, je dis souvent, même aux étudiants, quand ils me disent on essaye aussi à notre niveau de faire des choses. Moi, je crois que déjà, essayer d'en parler ou échanger. Même si sur le moment, tu les sens réfractaires, je reste convaincue que ça va faire... Voilà, tu as semé une petite graine et que ça va faire son chemin aussi. Mmh. Après, j'ai un étudiant qui m'a interpellée et c'était relativement intéressant sur ce sujet-là. Et il me dit, mais moi j'ai conscience en fait de tout ça, parce que je parlais des prises de conscience, ça allait faire changer les choses ou évoluer. Il me dit, mais on peut aussi avoir une prise de conscience et ne pas changer, ou ne pas avoir envie de changer. Ouais. Il me dit, moi j'ai conscience de tout ça. Et il me dit, mais je me sens pas du tout et je n'ai pas envie. Je me suis dit, typiquement, mais oui, je vais profiter du système ou de la vie, et je vais pas participer à quoi que ce soit en fait. Et j'ai pas envie, et en gros, je l'assume. Et je lui dis, je comprends. En même temps, je suis pas là pour le juger. Je lui dis, moi, ça fait partie. Je ne pourrais pas fonctionner autrement. J'ai besoin de mettre du sens et dans ce que je fais, et j'ai besoin d'avoir ce sentiment d'utilité et d'essayer de participer. Mais tout le monde n'est peut-être pas habité et animé par ça, et je respecte en fait. Et que faire là, c'est compliqué. Là, je ne saurais pas. Même si eux ont conscience et qu'à un moment ne veulent pas le faire, c'est difficile. Mais il y en a aussi qui ont envie de le faire. Donc, et puis on a vu que des révolutions parfois, pas parfois, mais la plupart du temps, partaient de groupuscules qui étaient finalement de petite taille aussi. Pas besoin forcément d'une quantité de personnes colossales pour arriver à faire basculer les choses. Ouais, complètement. Ouais. J'aimerais que tu nous parles un petit peu aussi, parce que j'avais vu ça, que tu es bénévole au lobby des consciences. Et on parlait de lobby tout à l'heure. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ou pas ? Alors, on a commencé à travailler ensemble, mais en fait, ils travaillent sur des thématiques. Et donc, le premier lancement ou la première année, ça a été ciblé surtout sur l'alimentaire et l'agroalimentaire. Donc ça a été la première phase. Donc moi, j'ai pas été impliquée parce que ce sont pas mes sujets. Mais par contre, on va commencer à faire ce travail-là sur l'économie. Et l'idée, c'est après, évidemment, de diffuser nos messages. Et là, typiquement, pour te donner un exemple, sur l'alimentaire, donc ils ont mobilisé... Ils ont mobilisé des personnalités, des chefs, et après ils sont allés solliciter les écoles pour rentrer dans une démarche de prise de conscience aussi sur le bien manger, sur comment t'approvisionner. Donc il y a toute une dynamique aussi d'implication de personnalités dans leur démarche. Donc il y a la démarche elle-même. Après, il y a une forte implication de personnalité derrière pour pouvoir faire passer les messages à plus grande échelle. Et donc ils veulent toucher des personnalités qui sont relativement connues et relayées très fortement dans les médias pour justement sensibiliser. Donc il y a un vrai travail de sensibilisation, mais aussi d'action derrière. Ok. Et justement, je me demandais, ce que j'avais vu sur ton site, dans les commentaires ou les commentaires de personnes qui avaient lu ton livre, il y avait parfois des personnalités politiques, et je me posais la question à quel point toi, en tant qu'économiste, tu es en lien avec le monde politique, parce que aussi, on parlait tout à l'heure, à la fois c'est les citoyens, la prise de conscience collective, mais forcément, si toi tu prônes ce modèle-là, alors tu l'as dit, tu fais des conférences, t'en parles aussi, mais j'imagine qu'il y a, toi aussi, tu as envie d'avoir une forme d'influence, et puis l'influence, c'est pas forcément un mot négatif. Oui. Donc, oui, le message, de toute façon, et puis si je fais tout ça, c'est pour à mon niveau essayer d'apporter des prises de conscience,
humblement aussi, ou voilà, semer ma petite graine et essayer de participer à ce changement à mon niveau. Donc ça fonctionne bien auprès des entreprises, ça fonctionne bien auprès des étudiants. C'est plus difficile de toucher les politiques, même si j'ai fait il n'y a pas très longtemps une conférence auprès de certains politiques. Donc là, et puis j'y vais peut-être moins aisément, où ça ne s'est pas présenté non plus. Donc pour l'instant, ça reste... de loin. Ouais, ça reste de loin, mais j'aspire à ce que ça soit un peu plus dynamique à ce niveau-là. Ouais. C'est pas le bon terme, dynamique, mais... Non, mais qu'il y ait plus de liens, effectivement, oui, et la possibilité d'un peu plus échanger avec... Okay. Oui, parce qu'à l'arrivée, c'est quand même aussi eux qui prennent les décisions et qui... Donc oui, c'est important de les toucher aussi, bien sûr. Ouais. Et tu disais, je me souviens même la dernière fois, quand on avait échangé au Salon des entrepreneurs bienveillantes, que tu étais quand même assez optimiste de tout ce qui se passait et qu'il y avait plein d'initiatives. Tu en as un petit peu parlé. Est-ce que tu aurais soit des choses à nous partager particulièrement? Enfin, pour le coup, ça fait une petite heure qu'on est en train d'échanger tous les deux. Est-ce que voilà, tu as des initiatives à nous partager qui sont intéressantes à aller regarder, ou que ce soit des assos, des entreprises? Alors, on a parlé d'Emery Jekyll, la Camif, mais... Oui, après c'est beaucoup d'entreprises là que j'ai rencontrées, on est plutôt dans des dynamiques entrepreneuriales. Après mon approche et toutes mes recherches, elles vont être un peu plus macro sur tu vois sur les entreprises qui sont engagées dans la RSE ou qui sont engagées dans la labellisation B Corp. Après citer une ou enfin ouais, ça serait j'aurais plus tendance si je devais, c'est ce qui m'inspire là ou ce qui me vient là, c'est plus partager sur tu vois, sur la notion de low tech, low tech en opposition au high tech, donc un peu plus dans une approche globale. Je suis pas dans une initiative en particulier. Je trouve que c'est intéressant qu'on aille tous un petit peu plus voir ce que c'est et à quoi ça correspond les low tech. Parce qu'aujourd'hui, on met tout sous couvert de la techno. C'est super parce qu'on fait, parce qu'on a innové. Innover, si c'est pour pas apporter vraiment quelque chose d'utile, on voit pas l'intérêt, surtout dans une dynamique de sobriété. Ouais. Donc revenir aussi, réfléchir, qu'il y ait une vraie réflexion de fond aussi sur la technologie qu'on utilise et qu'elle soit accessible facilement, qu'elle soit utile aussi, et qu'on essaye de mettre. Parce qu'il existe tout un tas aussi de choses qu'on pourrait mettre en place de façon simple et qui coûteraient pas grand-chose, mais comme ça rapporte pas parce que ça correspond pas à notre modèle économique, et ben on les met pas forcément en place. Ouais. Donc qu'il y a une vraie réflexion aussi de fond, mais qui est complètement reliée à la notion de décroissance aussi. Il faut tout ça se repense, et la technologie avec aussi, sur notre réflexion sur nos avancées technologiques et sur la notion d'innovation et comment on innove. Mais on s'est déconnecté aussi de ces questions, j'allais dire presque éthiques et morales, et aujourd'hui il faut qu'on revienne à ça. Ouais. Oui, parce qu'en fait on a tout. Enfin, au final, on a tout. On a tout, et même des choses dont on n'a pas besoin, en fait. Oui, non, c'est clair. Mais c'est-à-dire, technologiquement parlant, intellectuellement parlant, on a tout ce qu'il faut pour changer. Oui. Ah oui. Ah oui, de ce côté-là. Parce qu'à la fois, ce que tu viens de dire, ça me fait penser, quand on parle de high-tech, en ce moment, il y a Elon Musk, on entend beaucoup parler de lui, et qu'au final, il est très orienté tech, et tech. Et futur aussi, mais sans tech. Tout ce qu'il fait n'existerait pas. Que ce soit Tesla, SpaceX, son envie d'aller économiser le monde entier. S'il mettait cette énergie-là et cet argent-là ailleurs, ça pourrait être chouette. Ouais, complètement. En fait, ça n'a pas de sens, même. C'est grotesque, en fait. Ouais, ça me paraît tellement déconnecté. Éloigné du bon sens. Alors moi, je suis très, très... En ce moment, je lis pas mal de choses sur les peuples Kogi. Se reconnecter, on en parle aussi dans notre dernier ouvrage. C'est vraiment, pour moi, c'est une source d'inspiration, en fait, ces peuples racines. Alors c'est pas du tout l'idée de vivre comme eux, puis ça serait compliqué pour nous, je pense, ayant connu un certain confort, mais dans leur approche et dans leur vision du monde complètement connectée à la nature. Et c'est pour ça, quand parfois des étudiants me disent oui, mais l'homme est foncièrement de toute façon mauvais, c'est pour ça qu'on en est arrivé là, je dis non, la preuve en est, c'est qu'il y a des peuples où des hommes, justement, ont complètement réussi à vivre en symbiose avec la nature. Et puis ils ont gardé cette connexion que nous avons, nous, perdue pour le coup. Et là, le livre que je lis actuellement, et donc j'ai envie de le partager parce que c'est absolument passionnant,
où on les a rassemblés avec des scientifiques pour faire l'étude d'un territoire dans la Drôme, et pour voir justement l'approche des Kogi, enfin de ce peuple racine, avec l'approche des scientifiques. Évidemment, grosso modo, je résume, mais les conclusions sont les mêmes. C'est beaucoup plus rapide chez les Kogi que chez les scientifiques finalement. Et ce qui est passionnant, c'est comment en fait ils ont pu faire un bilan du territoire, eux, finalement, avec leur vision du monde. Et ils sont complètement connectés à la nature. C'est par les perceptions. Donc, ils ont... alors, c'est des grands chefs spirituels des Kogi, donc qui ont vraiment développé des capacités. Alors, pour le coup, j'allais dire, c'est physique, physiologique. Enfin, il y a un aspect spirituel aussi très fort, mais aussi des capacités qu'on a potentiellement. Donc, ils ont développé énormément, l'ouïe, la vue, mais au-delà de la vue, c'est surtout beaucoup aussi les sensations. Donc, ça va être aussi très magnétique. Ouais. Et le développement des 5 sens, quoi, en fait. Le toucher, voilà. L'odorat. Donc, ils ont longtemps appris d'ailleurs à travailler dans l'obscurité, justement pour arriver à déployer vraiment toutes leurs sensations aussi corporelles. Et c'est finalement à travers le corps et toutes les sensations corporelles qu'ils auront pu avoir qui vont faire un diagnostic du territoire, par les sensations qu'ils vont avoir, par les couleurs, par les odeurs, bien sûr, parce qu'ils vont voir cette rivière à tel endroit, il y a aussi telle espèce d'arbre à tel endroit qui est en symbiose avec celle-là, parce qu'ils connaissent tellement bien en fait à la nature, plus toutes les sensations qui sont décuplées. Et en fait, je trouve ça juste passionnant. Ils se sont complètement reconnectés, voilà, je vais dire oui, à leur corps et à cette potentialité en plus qu'on a nous et qu'on en a perdu, et vers laquelle je pense qu'il faudrait qu'on revienne. Ouais, complètement. Et en même temps, on voit la pause qu'on a pu avoir en 2020. Alors pour beaucoup, ça a été compliqué, mais pour beaucoup, ça a été aussi... quand on voit toutes les reconversions qu'il y a eu depuis 2020, quand on voit aussi tous les burn-out qui ont été engendrés avec tout ça. Et j'avais reçu Anne-Sophie Vive de l'association Les Burnettes, et de l'association Elle Burn, des Burnettes, qui disait qu'il y avait 2,5 millions de personnes qui sont en burn-out en ce moment en France, ce qui est quand même pas mal. Avec une accentuation post-Covid ou post ou pendant d'ailleurs. Oui, mais post aussi, parce que tu vois le côté on se met en pause, on n'a pas le choix et on commence à reprendre, et là en fait non, c'est pas possible. C'est pas envie, j'ai pas envie de repartir comme avant, quoi. Et ce moment de pause et de reconnexion aussi à la nature a fait beaucoup de bien, puis au final on a rapidement repris des habitudes assez comme avant, quoi. Oui et non, parce que je pense que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont été bousculés, il y a eu beaucoup de changements. Encore une fois, c'est pas forcément tout à fait conscient, ça fait son cheminement, mais il y a beaucoup de gens qui ont envie qui aspirent à autre chose, qui se sont reconnectés à des choses plus essentielles. Donc, mais encore une fois, c'est des choses qui sont pas forcément visibles pour l'instant. Mais je suis sûre que ça fait vraiment un travail de fond, comme j'allais dire pas un terroir, mais on sème des graines qui est en train de qui est en train de du terreau. Du terreau, merci. C'est ça, le terreau, tu sais, qui est en train de... et qui va... Oui, c'est ce terreau-là qui va être de plus en plus fertile après pour justement permettre à ce nouveau monde d'éclore, à mon avis. Ça y participe. Ouais, complètement. Toutes les personnes qui s'intéressent à ces sujets-là, ou justement qui ont cette petite graine en tête pour le coup, sur ces sujets de changement, de façon de vivre, on va dire ça comme ça, et de consommer, etc. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner au-delà de lire ton livre? D'acheter le deuxième en début d'année prochaine, ce serait sympa. S'il vous plaît, les auteurs gagnent pas beaucoup d'argent. Oui, en plus, j'ai des amis, des amis m'ont raconté, c'est vraiment pas grand-chose. Non. Vraiment pas grand-chose. Non, on fait pas ça pour ça d'ailleurs. Est-ce que tu aurais des choses à leur conseiller, ou des médias à regarder, ou d'autres livres à lire? Enfin, voilà. C'est très vaste aussi, parce que je pense que tu en as lu. C'est un peu difficile. J'ai envie de dire de sortir un peu du cadre aussi, de pas écouter les médias dominants. C'est toujours pareil, effectivement, d'aller de lire j'allais dire tout ce qui est dans une démarche plus alternative à tous les niveaux. Enfin, je pense à la Kaizen, le magazine, mais après il y a plein de choses sur les réseaux, mais surtout de pas rester collé aux médias dominants, en tout cas, pour avoir l'information sur précisément ce qui est en train de bouger, parce que les médias dominants sont influencés par le modèle dominant, donc ils sont détenus aussi par beaucoup d'acteurs du c'est pour ça. modèle dominant. Voilà, donc
Ouais. Donc aller faire cette marche de côté là, pour aller voir ce qui se passe. Ouais, très bien. Et alors, je vais te demander d'autres conseils, cette fois-ci plutôt sur les personnes qui ont cette voix, tu vois, dans leur tête qui leur parle et qui sentent qu'il y a un alignement est possible, mais qu'ils n'y sont pas encore. Parce qu'on parlait d'alignement tout à l'heure, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Quel conseil tu aurais envie de leur donner ouais, encore une fois, ces personnes qui ont cette petite voix dans leur tête qui leur dit d'y aller, mais qui n'osent pas encore y aller. Et pour le coup, quel que soit le secteur. Bon, ça va être bateau de dire ça, mais à un moment donné, c'est de faire confiance, revenir, j'allais dire, à la question de base, on va dire en développement personnel, mais c'est d'abord, c'est vrai que ça revient à ça, mais c'est s'aimer aussi, s'aimer soi-même, apprendre à s'aimer et se faire confiance, ou à la limite, j'allais dire, même si on se fait pas confiance, au moins faire peut-être confiance à la vie, en se disant, je vais bien voir en fait ce que ça peut donner, mais se faire confiance, rester centré sur... On a tous des talents, encore une fois, et rester centré... sur ça, être convaincu que chacun a quelque chose à apporter en fait, et chacun par sa particularité, sa personnalité, son unité, il a quelque chose à apporter au monde, et c'est tous ensemble avec qu'on va réussir aussi à transformer et à participer à ce changement. Donc, je ne sais pas si ça répond, ça répond bien complètement à ma question. À ta question sur comment y aller ou oser. Je dis c'est un peu bateau. Là, encore une fois, pardon, je reviens peut-être là-dessus, mais la méditation m'y a sans doute pas mal aidé. Ok. Ouais, vraiment. Alors, concrètement, est-ce que tu médites tous les jours ? Est-ce que tu médites 1 heure ? Est-ce que tu médites et comment t'es venu à ça aussi ? Parce que parfois, c'est comme plein de choses. Ouais. On se dit, ça pourrait être bien que je fasse, mais on ne sait pas exactement comment commencer. Pareil, c'est un peu une écoute quand j'ai quitté donc mon travail là pour le cluster, quand j'ai voulu commencer à me lancer dans la recherche, que j'ai coupé avec ça, j'ai eu ce temps d'arrêt, c'est ce moment d'introspection, mais c'était me reconnecter avec moi. Donc je sais pas, c'était peut-être un peu naturel au début d'aller passer un petit moment, d'aller m'isoler dans la chambre, de me fermer les yeux et juste de me reconnecter à ce que je ressentais, à mes sensations, à ce que j'entendais au début. Je pensais, on dit la méditation de pleine conscience, donc au début c'est juste tu vois, repérer les sons et puis après repérer ce que tu ressens. Et après petit à petit, je sais pas, il y a une espèce de clarté qui se fait aussi, si tu veux, dans ton esprit, et tu commences à voir les choses avec plus de recul, avec plus de clarté, avec plus de distance aussi. Et je trouve que voilà, ça te permet tout ça, tu y vois plus clair, et encore une fois ça te fait prendre plus de distance, plus de recul aussi avec les choses, donc ça t'aide, donc t'as moins peur, tu oses aussi plus facilement, enfin ça se fait, j'allais te dire, pour une étude que j'ai lue sur la méditation qui confirmait en fait que ça reste une mécanique aussi, le cerveau, et que vraiment tu as deux parties. Tu as la partie qui est tout le temps en train de te parler, et ton mental, et te fatiguer et des fois te plomber, et puis tu as cette partie qui te laisse tranquille quand tu es très concentré sur quelque chose. Et finalement la méditation va développer cette partie-là de ton cerveau, et finalement moi je m'apercevais, maintenant avec le recul, que j'étais souvent très concentrée quand je faisais quelque chose, mais peu importe ce que je faisais, hein, si je conduisais j'étais pleinement à ce que je faisais, tu vois, j'étais pas à partir tout le temps dans mes pensées, et avec du recul la méditation m'a sans doute apporté ça j'allais dire à faire dysfonctionner, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mon cerveau, mais en tout cas à apaiser le mental et toutes ces pensées là, et à être très concentré sur ce que je faisais. Et je te dis, tout ça a sans doute contribué à aider à t'apaiser, à faire confiance, à prendre plus de recul, et petit à petit, tu vois, à oser faire les choses. Chouette. Très cool. Donc, allez-y, méditez. Il faut le faire donc plutôt régulièrement, plutôt qu'une très longtemps, un jour par semaine. L'idée, c'est plutôt faire 5 minutes tous les jours. Ouais, ok, ça marche. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? La vie, en fait. La vie, la lumière, les plantes, ma fille, mon chéri, l'amour. Voilà, ça, je me lève le matin et c'est cette joie d'aller rencontrer les autres, la vie, vraiment.
la vie et puis après faire des expériences, vivre des expériences nouvelles, découvrir, apprendre. C'est ça qui m'anime. Cool. Merci beaucoup Aurélie. Merci infiniment. Avec plaisir. Merci à toi. Et puis j'invite encore une fois les personnes à aller lire le premier livre et bientôt le deuxième. Et tu as un site aussi sur lequel on peut voir ce que tu fais et te suivre, je sais pas, sur LinkedIn ou je sais pas. Ouais. LinkedIn, Facebook, je suis pas hyper active, mais promis, je vais m'améliorer. Merci beaucoup. Merci au domaine de Rabat de nous avoir accueillis à Talence. Complètement. Endroit charmant que je vous invite à découvrir. Exactement, c'est la première fois que je viens et effectivement, c'est très chouette d'être ici, on est bien installés. À très bientôt. Merci, bye bye. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Quel plaisir d'avoir pu enregistrer cet épisode avec Aurélie. Il fait du bien cet échange. J'en retiens aussi l'optimisme avec toutes les initiatives qui se développent pour un monde meilleur. Et c'est ensemble, avec tous ces réenchanteurs, qu'on va faire de demain une très belle aventure. Si cet épisode vous a plu et qu'il peut, d'après vous, inspirer d'autres personnes, eh bien je vous invite à le partager autour de vous, à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, à liker, bref. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon et d'ici là, gardez en tête que la sobriété fait du bien, elle est joyeuse et nous permet une belle connexion avec tout ce qui nous entoure. Belle semaine à vous et à très vite!